D. La religion. Le point avancé dans le mémorandum selon lequel les Tibétains sont libres de pratiquer leur religion en accord avec leur foi est totalement compatible avec le principe de liberté de culte énoncé dans la Constitution de la République populaire de Chine. Il est également compatible avec le principe de séparation de la religion et du régime politique adopté dans de nombreux pays du monde. L'article 36 de la Constitution garantit que personne ne peut obliger les citoyens à croire ou à ne pas croire en quelque religion que soit. Nous soutenons ce principe, mais nous observons qu'aujourd'hui, les autorités gouvernementales interfèrent de façon significative avec la capacité pour les Tibétains de pratiquer leur religion. La relation spirituelle entre le maître et son élève, et le fait de prodiguer un enseignement religieux, etc., sont des composantes essentielles de la pratique du dharma. Les restreindre est une violation de la liberté de culte. De même, l'interférence et l'implication directe de l'État et de ses institutions en matière de reconnaissance des lamas réincarnés, telles qu'elles sont définies dans la réglementation sur la gestion des lamas réincarnés adoptée par l'État le 18 juillet 2007, constituent de graves violations de la liberté de culte garantie par la Constitution. La pratique de la religion est largement répandue et fondamentale pour le peuple tibétain. Plutôt que de voir la pratique du bouddhisme comme une menace, les autorités concernées devraient la respecter. Traditionnellement ou historiquement, le bouddhisme a toujours été un facteur d'unification positif et majeur entre les peuples tibétains et chinois. Une administration unique. Le désir des Tibétains d'être gouvernés au sein d'une seule région autonome respecte pleinement les principes d'autonomie de la Constitution. La logique qui sous-tend la nécessité de respecter l'intégrité de la nationalité tibétaine est clairement exprimée dans le mémorandum et elle ne signifie pas un grand ou un petit Tibet. En fait, comme il est indiqué dans le mémorandum, la loi sur l'autonomie régionale nationale elle-même autorise ce genre de modification de circonscription administrative si l'on respecte les procédures adéquates. Dès lors, la proposition ne viole en aucune façon la Constitution. Comme les émissaires l'ont fait remarquer dans les tours de discussion précédents, de nombreux dirigeants chinois, y compris le Premier ministre Zhou Enlai, le vice-premier ministre Chen Yi et le secrétaire général du parti Hu Yaobang, ont soutenu l'éventualité de regrouper toutes les régions tibétaines sous une seule administration. Certains des dirigeants tibétains les plus importants dans la République populaire de Chine, dont le 10e Pachen Lama Ngabo Ngawang et Bapa Phuntsok Wangyal, ont aussi appelé à cela et affirmé que cette mesure serait conforme à la Constitution de la République populaire de Chine et à ses lois. En 1956, le gouvernement central chinois a nommé un comité spécial où siégeaient Sangye Yeshe Tianbao, un membre de haut rang du Parti communiste, pour élaborer un plan détaillé d'intégration des régions tibétaines en une seule région autonome, mais ce travail a par la suite été interrompu en raison d'éléments de l'ultra-gauche. La raison fondamentale qui étaye la nécessité d'intégrer les régions tibétaines sous une seule région administrative est de répondre au désir profond des Tibétains d'exercer leur autonomie en tant que peuple et de protéger et de développer leur culture et leurs valeurs spirituelles dans ce contexte. C'est également la prémisse et l'objectif fondamental des principes constitutionnels sur l'autonomie régionale nationale tels qu'ils sont énoncés dans l'article 4 de la Constitution. Les Tibétains sont préoccupés par l'intégrité de la nationalité tibétaine que la proposition respecte, mais que la perpétuation du système actuel ne respecte pas. Leur héritage historique, ainsi que leur identité spirituelle, culturelle et leur langue commune, et même l'affinité particulière avec l'environnement, unique du plateau tibétain, est ce qui réunit les Tibétains en une nationalité. Au sein de la République populaire de Chine, les Tibétains sont reconnus comme une seule nationalité et non pas plusieurs nationalités. Les Tibétains qui vivent actuellement dans les préfectures autonomes au Tibet et dans des comtés incorporés à d'autres provinces font aussi partie de la même nationalité tibétaine. Les Tibétains, y compris sa sainteté le Dalai Lama, sont avant tout préoccupés par la protection et le développement de la culture, des valeurs spirituelles, de l'identité nationale et de l'environnement tibétain.
Les Tibétains ne réclament pas l'expansion des régions autonomes tibétaines, ils demandent seulement que les régions déjà reconnues comme des régions autonomes tibétaines soient regroupées sous une seule administration, comme c'est le cas dans d'autres régions autonomes de la République populaire de Chine. Tant que les Tibétains n'auront pas l'opportunité de se gouverner eux-mêmes sous une seule administration, la préservation de la culture et du mode de vie tibétain ne pourra pas être réalisée de manière efficace. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population tibétaine est sujette aux priorités et aux intérêts prioritaires des différents gouvernements provinciaux dans lesquels ils ne jouent aucun rôle significatif. Comme c'est expliqué dans le mémorandum, le peuple tibétain ne peut véritablement exercer l'autonomie régionale sans avoir son propre gouvernement autonome, une assemblée populaire et d'autres organes d'autogouvernance disposant d'une juridiction sur la nationalité tibétaine en tant que tout. Ce principe est énoncé dans la Constitution qui reconnaît aux nationalités minoritaires le droit de pratiquer une autonomie régionale dans des régions où ils vivent en communauté compacte et de mettre en place des organes d'autogouvernance pour exercer leur pouvoir d'autonomie. Article 4. Si le respect total de l'État pour le droit des nationalités minoritaires à administrer leurs affaires internes, solennellement affirmé dans le préambule de la loi sur l'autonomie régionale nationale, est interprété de telle sorte qu'il n'inclut pas le droit de choisir de constituer une région autonome qui intègre toutes les personnes de régions contiguës dont les membres vivent dans des communautés compactes, les principes constitutionnels d'autonomie seront bafoués. Maintenir les divisions entre les Tibétains et les soumettre à des lois et des réglementations différentes dénie au peuple l'exercice d'une véritable autonomie et rend plus difficile la préservation de son identité culturelle distincte. Il n'est pas impossible au gouvernement central de procéder aux ajustements administratifs nécessaires, alors que dans d'autres régions de la République populaire de Chine, notamment en Mongolie intérieure et dans les régions autonomes Ningxia ou du Guangxi, c'est précisément ce qu'il a fait. F. Le système politique, économique et social. Sa sainteté le Dalai Lama a déclaré de façon répétée et constante que personne, et lui moins que tout autre, n'a aucune intention de restaurer l'ancien système politique, économique et social qui existait au Tibet avant 1959. L'intention d'un futur Tibet autonome serait d'améliorer encore plus la situation sociale, économique et politique des Tibétains et non pas de retourner dans le passé. Il est perturbant et déroutant que le gouvernement chinois persiste, en dépit de toutes les preuves contraires, à accuser sa sainteté le Dalai Lama et son administration d'avoir l'intention de restaurer l'ancien système. Tous les pays et les sociétés du monde, y compris la Chine, ont eu dans le passé des systèmes politiques qui seraient totalement inacceptables aujourd'hui. L'ancien système tibétain ne fait pas exception. Le monde a évolué socialement et politiquement et a fait d'énormes avancées en matière de reconnaissance des droits de l'homme et des standards de mode de vie. Les Tibétains en exil ont développé leur propre système démocratique, moderne, ainsi que leur propre système et institutions de santé et d'éducation. Ainsi, les Tibétains sont devenus des citoyens du monde sur un pied d'égalité avec ceux des autres pays. Il est évident que les Tibétains au sein de la République populaire de Chine ont également progressé sous la direction chinoise et que leur situation économique, sociale, éducative ou sanitaire s'est améliorée. Cependant, le niveau de vie des Tibétains demeure le plus bas de la République populaire de Chine et en ce qui les concerne, les droits de la personne ne sont pas respectés. 6. Reconnaître le cœur du problème. Sa sainteté le Dalai Lama et d'autres membres de la direction en exil n'ont aucune demande personnelle à formuler. Ce qui préoccupe sa sainteté le Dalai Lama, ce sont les droits et le bien-être du peuple tibétain. Dès lors, le problème fondamental qu'il faut résoudre est la mise en œuvre fidèle d'une véritable autonomie qui permettra aux Tibétains de se gouverner eux-mêmes conformément à leurs talents et à leurs besoins. Sa sainteté le Dalai Lama parle au nom du peuple tibétain avec qui il entretient une relation profonde et historique, fondée sur une confiance totale. En fait, le retour du Dalai Lama au Tibet est la demande qui recueille le plus l'agrément total des Tibétains. Il est indubitable que sa sainteté le Dalai Lama représente légitimement le peuple tibétain et qu'il est certainement considéré par les Tibétains comme leur véritable représentant et porte-parole.
Ce n'est vraiment que par le dialogue avec Sa Sainteté le Dalai Lama que le problème tibétain peut être résolu. La reconnaissance de cette réalité est importante. Cela met l'accent sur un point souvent soulevé par Sa Sainteté le Dalai Lama, en l'espèce que son engagement en faveur de la cause du Tibet n'a pas pour objectif de réclamer certains droits personnels ou des positions politiques pour lui-même, et qu'il n'essaie pas de revendiquer quoi que ce soit pour l'administration tibétaine en exil. Une fois qu'un accord sera trouvé, le gouvernement tibétain en exil sera dissous, et les Tibétains qui travaillent au Tibet endosseront la responsabilité d'administrer le Tibet. Sa Sainteté le Dalai Lama a exprimé clairement à de nombreuses occasions qu'il ne prendra aucune position politique au Tibet. 7. La coopération de Sa Sainteté le Dalai Lama. Sa Sainteté le Dalai Lama a proposé de publier officiellement une déclaration qui permettrait d'atténuer les doutes et les préoccupations du gouvernement central chinois. Quant à sa position et ses intentions sur les sujets identifiés ci-dessus, il demeure prêt à le faire. La formulation de cette déclaration devrait être effectuée à la suite d'une vaste consultation entre les représentants de Sa Sainteté le Dalai Lama et ceux du gouvernement central chinois, afin de veiller à ce qu'une telle déclaration satisfasse les besoins fondamentaux du gouvernement central chinois, comme ceux du peuple tibétain. Il est important que les deux parties traitent tous les problèmes directement avec leurs homologues et qu'ils ne s'en servent pas pour faire obstacle au processus de discussion, comme cela a été le cas par le passé. Sa Sainteté le Dalai Lama prend cette initiative en croyant qu'il est possible de trouver un terrain d'entente avec la République populaire de Chine qui soit compatible avec les principes d'autonomie énoncés dans la Constitution de la République populaire de Chine et avec les intérêts du peuple tibétain. Dans cet esprit, Sa Sainteté le Dalai Lama espère et attend que les représentants de la République populaire de Chine saisiront l'opportunité qu'offre le mémorandum et la présente note d'approfondir la discussion et de faire des avancées substantielles dans le but de développer une compréhension mutuelle.